Mais les plus de 80 ans, eux, progressent de 4,4%. Alors ce n'est pas parce qu'on a plus de 80 ans, ça a été dit, qu'on est confronté à la dépendance, heureusement, mais le risque de le devenir, bien sûr, va croissant. Le nombre de personnes dépendantes augmente à peu près de 3% par an. Alors bien sûr, on voit bien que ces perspectives nécessitent sans arrêt des moyens supplémentaires. Donc nous faisons des kits de prévention pour que les personnes puissent tout de suite réparer ou faire réparer, bien sûr, si elles ont la possibilité de le faire par des aidants. C'est pas que de la prévention santé, c'est aussi de la préparation, de l'anticipation sur des milieux de vie qu'il faut adapter. Le lien entre prévention et économie est un peu bancal. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les économistes disent qu'il ne faut pas faire de prévention. Bien au contraire, et vous l'avez évoqué, le principal argument pour faire de la prévention, c'est tout simplement que ça augmente les années de vie et ça augmente la qualité de vie. Donc il y a un vrai bénéfice. Quand on parle aussi du reste à charge, je pense qu'il est toujours important de garder quelques ordres de grandeur. Bon, en Ille-et-Vilaine, par exemple, en structure, il est toujours trop élevé, mais il ne représente au final que, si je puis dire, 45% du prix de revient. Ça veut dire que l'action publique conjuguée du département et de l'agence régionale de santé, c'est 55%. Il ne faut pas s'arrêter uniquement au reste à charge financier. Parce que si on s'arrête uniquement au reste à charge financier, on passe en fait à côté d'un coût qui est énorme et qui en fait est imputable à l'aide informelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la prise en charge s'organise à domicile, là où les pouvoirs publics font un certain nombre d'économies, c'est que le producteur principal de la prise en charge à domicile, c'est le conjoint, c'est l'enfant, la belle-fille ou en tout cas l'aidant. Puis les aides informelles, c'est entre 8 et 11 milliards d'euros. On a deux objectifs qu'il faut essayer de concilier, une réduction des restes à charge pour une qualité qui serait plus élevée. L'équation est pas simple à résoudre. Sachant que la plupart de ces EHPAD tournent avec des taux d'absentéisme à 20%. C'est énorme. Mais par exemple, nous avons pris le parti de ne pas faire baisser ceux qui étaient au-dessus d'un certain nombre, parce que ça pouvait déséquilibrer leurs propres équilibres internes et du coup, ça pouvait se traduire par des réductions de qualité de service. Nous osons le dire, c'est-à-dire que de faire cette péréquation entre ceux qui ont plus de revenus et ceux qui en ont moins, y compris pour que l'établissement ne se trouve pas pénalisé sur son équilibre sur l'hébergement, sur la partie hébergement. Parce que je crois qu'il y a un énorme travail de pédagogie préalable à faire, d'expliquer les enjeux, de formaliser différentes propositions qui toutes ont sans doute un certain nombre d'avantages, de contraintes et d'inconvénients, et que ce débat-là puisse être nourri de tout cela. Effectivement, certaines familles le peuvent, il n'y en a pas beaucoup, et ceux qui ne le peuvent pas avec des 1400 €, eh bien c'est l'aidant qui fait la différence du coût. Parce que bien souvent, les directeurs d'établissement sont confrontés à des équilibres périlleux. Pourquoi ? Parce que quand le conseil départemental accorde effectivement des subventions, il est possible que l'État ne donne pas effectivement la subvention complémentaire. Je pense que la manière dont on décide de la circulation de l'argent, c'est ça dont nous souffrons dans notre société. Est-ce que les très exactement 9 milliards que représente cette dette ne pourraient pas être affectés à ce 5e risque ? De répondre aux besoins et de permettre à tous les salariés, hommes, femmes, de pouvoir partir dans les meilleures conditions.